Lorsque Roberto Santoro pénétra dans le manoir abandonné, il s'attendait à ne trouver que de la poussière et un luxe oublié. Au lieu de cela, il découvrit Elisa, une femme que le monde croyait morte depuis des années, qu'il avait gardée, prisonnière. Et pourquoi? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Le soleil se couchait derrière les cèdres imposants lorsque la luxueuse voiture noire de Roberto Santoro arriva devant le manoir abandonné. À 45 ans, Roberto était devenu l'un des promoteurs immobiliers les plus riches du pays, connu pour son talent à transformer des domaines oubliés en chefs-d'œuvre modernes. « Alors, voici Valdo Cedros », dit-il en sortant de la voiture et en ajustant son costume coûteux. « Ça a l'air pire que sur les photos. » Son assistant, Marcus, se précipita à ses côtés avec un dossier de documents. « La propriété est abandonnée depuis près de 5 ans, monsieur. Les anciens propriétaires ont fait faillite et ont tout laissé derrière eux. » Roberto sourit avec assurance. « C'est ce qui la rend parfaite. Nous allons démolir la plupart des bâtiments et construire le lotissement fermé le plus exclusif que cette ville ait jamais vu. » En approchant de l'immense porte d'entrée en bois, Roberto ressentit une étrange sensation. Quelque chose dans cet endroit semblait différent de tous ses autres projets. Il chassa ce sentiment. Les affaires étaient les affaires et la sentimentalité n'avait pas sa place dans la réussite. « Je m'occupe de ça », dit Roberto à Marcus. « Faites réviser la voiture pendant que je regarde les lieux. Je vous appellerai quand j'aurai terminé. »« Seul, monsieur ?»« L'électricité n'a pas été rebranchée et il va bientôt faire nuit. » Roberto rit. « Je n'ai pas bâti mon empire en ayant peur du noir, Marcus, allez-y. » Une fois seul, Roberto poussa les lourdes portes. Elles grincèrent bruyamment, brisant le silence étrange. À l'intérieur, le manoir était un mélange de grandeur passée et de négligence. Des meubles couverts de poussière, des toiles d'araignée dans les coins et du papier peint décollé racontèrent l'histoire de son abandon. Il traversa le hall principal, ses pas résonnant sur le sol de marbre. Malgré la saleté et les dégâts, il pouvait voir que Valdo Cedros avait autrefois été magnifique. De hauts plafonds aux motifs complexes, des lustres en cristal maintenant ternis par la poussière et de larges escaliers menant aux étages supérieurs. Cet endroit devait être quelque chose de spécial, murmura-t-il. Roberto commença à prendre des photos avec son téléphone, planifiant quel mur abattre en premier. Il se déplaça de pièce en pièce, calculant mentalement les coûts et les bénéfices. La cuisine était démodée mais spacieuse. La salle à manger pouvait facilement accueillir 30 personnes. Chaque pièce confirmait ce qu'il savait déjà. C'était une mine d'or qui attendait d'être exploitée. Comme la lumière du jour diminuait, Roberto alluma la lampe torche de son téléphone. Il voulait toujours vérifier les étages supérieurs avant de partir. Le grand escalier semblait assez solide, bien qu'il grinçait sous son poids. Le deuxième étage comportait de nombreuses chambres, chacune avec sa propre salle de bain, parfait pour les appartements de luxe qu'il prévoyait. Il s'apprêtait à redescendre lorsqu'il entendit quelque chose qui le fit geler. Un son. Au début, il pensa que c'était peut-être le vent ou un animal qui avait trouvé son chemin à l'intérieur. Mais ensuite, il l'entendit à nouveau. Un faible gémissement, presque comme un cri venant du bout du couloir. « Y a-t-il quelqu'un » appela-t-il, sa voix rebondissant sur les murs. Aucune réponse ne vint, mais il était certain d'avoir entendu quelque chose. Contre son meilleur jugement, Roberto suivit le son, sa lampe torche fendant les ténèbres devant lui. Au bout du couloir se trouvait une porte, légèrement entr'ouverte. Il la poussa lentement et balaya sa lumière sur ce qui semblait être une chambre principale. Le grand lit était toujours là, dépourvu de drap. Une coiffeuse se tenait contre un mur, son miroir fêlé. Puis sa lumière capta un mouvement dans le coin. Roberto se retourna rapidement. Là, blottie à côté d'une vieille commode, se trouvait une femme. Ses longs cheveux étaient emmêlés et sales, tombant sur ses épaules minces. Elle portait ce qui ressemblait à une robe de nuit autrefois élégante, maintenant déchirée, essouillée. Ses yeux, grands de peur, reflétèrent la lumière de son téléphone. Roberto recula de surprise. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» La femme leva une main tremblante pour protéger ses yeux de la lumière vive. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, sa voix rauque comme par manque d'usage. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » Roberto baissa légèrement son téléphone. « Je ne vais pas vous faire de mal, mais vous êtes en train de vous introduire. Par effraction sur une propriété privée. Cette maison est abandonnée.
Non, dit-elle, secouant la tête frénétiquement. C'est ma maison. Il m'a dit de rester ici. Il a dit qu'il reviendrait. Roberto se rapprocha prudemment. Maintenant, il pouvait voir que la femme n'était pas seulement sale, mais aussi mal nourrie. Son visage, bien que maigre, avait une certaine beauté délicate. Ses poignets étaient fins, presque fragiles. « Qui vous a dit de rester ici ?»« Quand ?» Elle sembla confuse par la question, regardant autour d'elle comme pour chercher une réponse. « Carlos, mon mari. Il a dit que j'avais besoin de rester caché, que des gens voulaient me faire du mal. » Roberto s'agenouilla à sa hauteur, gardant une certaine distance. « Comment vous appelez-vous ?»« Elisa, » répondit-elle doucement. « Elisa Monteiro. »« Elisa, combien de temps êtes-vous restée ici ?» Elle baissa les yeux sur ses mains. « Je ne sais plus. Les jours, ils se mélangent tous. » L'esprit de Roberto s'emballa. Cette femme était-elle malade mentalement? Une squatteuse? Ou y avait-il une vérité dans son histoire? Quoi qu'il en soit, elle avait clairement besoin d'aide. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-il. « Hier, je crois. Il reste encore quelques conserves. » Dans le garde-manger. Roberto se leva, prenant une décision. « Restez ici, je reviens tout de suite. » Il se précipita jusqu'à sa voiture où il gardait de l'eau en bouteille et des barres énergétiques pour les longues journées de travail. À son retour, Elisa était exactement là où il l'avait laissée, le regardant avec méfiance. « Tenez, dit-il, lui offrant l'eau et la nourriture. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait vous aider. » Elle les prit avec précaution, comme si elle craignait qu'on ne les lui arrache. Roberto la regarda boire l'eau désespérément, puis manger lentement la barre énergétique. « Elisa, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi vivez-vous ici comme ça ?» Entre deux petites bouchées, son histoire commença à émerger. Carlos Monteiro avait été un homme d'affaires prospère qui avait épousé Elisa il y a 5 ans. Au début, tout avait été parfait, mais Carlos était devenu de plus en plus paranoïaque et contrôlant. Il a commencé à dire à Elisa que des gens complotaient contre eux, qu'elle n'était pas en sécurité hors de la maison. Il nous a fait déménager ici, loin de tout le monde. Il a dit que c'était temporaire, expliqua-t-elle. Puis un jour, il m'a dit que j'avais besoin de rester caché à l'étage. Il a barricadé les fenêtres, m'a apporté des provisions. Il a dit qu'il devait s'absenter un moment pour arranger les choses. « Et il n'est jamais revenu ?» demanda Roberto, devinant déjà la réponse. Elisa secoua la tête. « Au début, j'ai attendu patiemment. Puis la nourriture a commencé à manquer. J'ai survécu grâce à ce qui restait dans la cuisine, ayant peur de partir parce que Carlos a dit que des gens me feraient du mal s'ils me trouvaient. » Roberto ressentit un mélange d'horreur et d'incrédulité. « Elisa, cette propriété a fait l'objet d'une saisie immobilière. La banque l'a reprise parce que l'hypothèque n'était pas payée. Carlos a abandonné cet endroit. Et vous ?» Ses yeux se remplirent de larmes. « Non, vous vous trompez, il ne ferait pas ça. Il m'aime. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?» Elisa eut du mal à répondre. « Je ne sais pas. Les saisons ont changé plusieurs fois. Des années, Elisa, cela fait des années, » dit Roberto doucement. « Vous avez vécu ici seule tout ce temps. » Elle hocha lentement la tête, la réalité de sa situation semblant s'installer. Roberto sortit son téléphone pour appeler la police, mais Elisa se jeta en avant avec une force surprenante lui saisissant le bras. « Non, s'il vous plaît, n'appelez personne, ils vont me prendre. Vous avez besoin d'aide, Elisa. Des soins médicaux, de la nourriture. S'il vous plaît, supplia-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Je n'ai nulle part où aller, plus personne. Carlos s'en est assuré, il m'a coupé de tout le monde, ma famille, mes amis. Je ne sais même pas s'ils me cherchent encore. » Roberto la regarda, en conflit. La chose raisonnable serait d'appeler immédiatement les autorités. Mais quelque chose dans le désespoir d'Elisa le toucha d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Et si ?» commença-t-il, à peine croyant ce qu'il allait suggérer. « Et si vous veniez avec moi ce soir, juste pour vous nettoyer, prendre un bon repas. Puis demain, nous pourrons voir ce que nous allons faire ensuite. » L'espoir brilla dans les yeux d'Elisa, rapidement remplacé par la suspicion. « Pourquoi m'aideriez-vous? Vous ne me connaissez même pas. » C'était une question légitime. Roberto avait bâti sa réputation sur le pragmatisme impitoyable dans les affaires. Il ne faisait pas la charité. Il ne s'impliquait pas dans des situations désagréables. Et pourtant,
Parce que personne ne mérite de vivre comme ça, répondit-il simplement. Après quelques douces persuasions, Elisa accepta de partir avec lui. Roberto l'aida à se lever, remarquant comment elle titubait légèrement sur ses pieds. Il la soutint tandis qu'ils descendaient lentement et sortirent jusqu'à sa voiture. Marcus fut choqué lorsque Roberto ouvrit la portière de la voiture, révélant la femme décoiffée. « Monsieur qui est... Changement de plan », coupa Roberto. « Nous l'emmenons chez moi, et Marcus, pas un mot à personne à ce sujet, compris ?» Dans le penthouse luxueux de Roberto, Elisa resta figée dans l'entrée, dépassée par la splendeur moderne après des années passées dans le manoir en ruine. « La salle de bain des invités est par ici », la guida Roberto. « Il y a des serviettes propres, du savon, tout ce dont vous avez besoin. Je vais vous trouver des vêtements. » Laissée seule dans la salle de bain, Elisa regarda son reflet dans le miroir. La personne qui la regardait était presque méconnaissable, joues creuses, yeux ternes, peau sale. Lorsqu'elle entra sous la douche chaude, des années de crasse s'en allèrent, ainsi que ses larmes. Pendant ce temps, Roberto appela son médecin personnel, le docteur Phillips, un vieil ami en qui il pouvait avoir confiance pour sa discrétion. « J'ai besoin que vous veniez immédiatement à mon penthouse, » dit Roberto, « et apportez votre trousse médicale. C'est une urgence, mais pas une urgence pour les hôpitaux. » Roberto, si quelqu'un est blessé, c'est compliqué, Jack. Je vous expliquerai quand vous arriverez. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. En attendant, Roberto demanda à sa gouvernante de préparer à manger et de trouver des vêtements qui pourraient aller à Elisa. Son esprit s'emballait, essayant de comprendre ses propres actions. Pourquoi avait-il amené cette étrangère chez lui? Qu'allait-il faire d'elle? Ces questions n'avaient pas de réponse logique, seulement l'attraction indéniable qu'il ressentait pour l'aider. Lorsqu'Elisa sortit de la salle de bain, enveloppée d'un peignoir moelleux, sa transformation était déjà visible. Sans la couche de saleté, sa peau était pâle, mais belle. Ses cheveux mouillés, maintenant propres, étaient d'un brun riche qui tombait au-delà de ses épaules. Malgré sa maigreur, il y avait une grâce naturelle dans ses mouvements. « Vous vous sentez mieux ?» demanda Roberto. Elisa hocha la tête, regardant autour d'elle nerveusement. « Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. » Avant qu'il ne puisse répondre, le docteur Phillips arriva. Après une brève explication, le médecin examina Elisa pendant que Roberto attendait dans le salon, regardant les lumières de la ville. « Elle souffre de malnutrition et de déshydratation légère », rapporta le docteur Phillips par la suite. « Il n'y a aucun signe de violence physique, mais psychologiquement, c'est une autre affaire. Elle a été isolée si longtemps que la réintégration sera difficile. Roberto, qu'est-ce que vous prévoyez faire exactement? Je ne sais pas encore, admit-il, mais je ne pouvais pas la laisser là-bas. » Le docteur Phillips étudia son ami avec curiosité. « Ce n'est pas comme vous de vous impliquer personnellement, je sais. Elle a besoin d'aide professionnelle, de conseils, et il y a des considérations légales. Si son mari l'a vraiment abandonnée, je m'en occuperai, interrompit Roberto. Dites-moi simplement ce dont elle a besoin médicalement pour le moment. » Après le départ du médecin, Roberto trouva Elisa dans la cuisine, vêtue des vêtements simples que sa gouvernante avait fournis. Elle mangeait lentement, savourant chaque bouchée de la soupe comme si c'était son dernier repas. « Le docteur Phillips dit que vous allez bien, » lui dit Roberto. « Vous avez juste besoin d'une bonne alimentation et de repos. » Elisa posa sa cuillère. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» Roberto s'assit en face d'elle. « Honnêtement, je ne suis pas sûr. Peut-être parce que, lorsque je vous ai vu là-bas, j'ai réalisé que malgré tout mon succès, je n'avais jamais vraiment sauvé personne auparavant. Que se passe-t-il demain ?» demanda-t-elle, la peur revenant dans sa voix. « Ce que vous voulez, » répondit-il. « Je peux vous aider à retrouver votre famille, ou... » « Non, » dit-elle fermement, « il n'y a personne. Carlos s'en est assuré. Il a dit à tout le monde que j'avais des problèmes mentaux, que j'étais même dangereuse. Personne ne me croirait par rapport à lui. Alors nous trouverons autre chose, l'assura Roberto. Pour ce soir, reposez-vous simplement, vous êtes en sécurité ici. » Ce soir-là, tandis qu'Elisa dormait dans sa chambre d'amis, Roberto s'assit dans son bureau, cherchant des informations sur Carlos Monteiro. Ce qu'il trouva le troubla profondément. Carlos avait effectivement été un homme d'affaires prospère, mais il y avait des rumeurs de transactions louches et de liens avec le crime organisé. Plus important encore, il y avait un signalement de personnes disparues déposé il y a 4 ans pour Elisa Monteiro par sa sœur. Selon le rapport,
Carlos avait affirmé qu'Elisa s'était enfuie après une crise de nerfs. L'affaire était devenue froide lorsque Carlos lui-même avait disparu 2 ans plus tard, fuyant probablement ses dettes et ses problèmes juridiques. Roberto s'appuya en arrière dans sa chaise, traitant cette information. La femme qui dormait dans sa chambre d'amis avait été considérée comme morte ou mentalement instable. Le monde avait oublié Elisa Monteiro, mais maintenant il l'avait retrouvée. Et pour des raisons qu'il ne comprenait pas encore, Roberto se sentait responsable d'elle. Non seulement pour sa sécurité immédiate, mais aussi pour l'aider à reconstruire la vie qui lui avait été volée. Au lever du jour sur la ville, Roberto prit une décision qui allait changer leurs 2 vies à jamais. Vale dos Cedros ne serait plus démoli. Au lieu de cela, il deviendrait un symbole de restauration, à la fois pour le manoir lui-même et pour la femme qui avait survécu entre ses murs. Ce que Roberto ne réalisait pas, c'est qu'en sauvant Elisa, il mettait en mouvement des événements qui allaient révéler des secrets dangereux, de puissants ennemis, et un lien entre eux qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Une semaine s'était écoulée depuis que Roberto avait amené Elisa dans son penthouse. La transformation chez elle était remarquable. Avec une alimentation et un repos approprié, la couleur était revenue sur ses joues. Ses yeux, autrefois ternes de peur, brillaient maintenant d'une nouvelle vie. Les vêtements empruntés avaient été remplacés par des tenues simples mais élégantes que Roberto avait fait livrer. Chaque matin, Roberto se retrouvait à attendre avec impatience le petit déjeuner avec Elisa. Sa douce présence contrastait fortement avec le monde impitoyable des affaires qu'il habitait. « Vous semblez mieux aujourd'hui », commenta Roberto, alors qu'ils étaient assis sur son balcon surplombant la ville. Le soleil du matin jetait une lueur dorée sur le visage d'Elisa. « J'ai l'impression de me réveiller d'un long cauchemar », répondit-elle en sirotant son café. « Mais je ne peux pas rester ici pour toujours, Roberto. J'ai besoin de savoir quoi faire de ma vie. » Roberto posa sa tasse. « En fait, j'y ai réfléchi. J'ai trouvé votre sœur, Victoria. Elle a déposé une déclaration de disparition pour vous il y a 4 ans. » Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. « Vicky ? Elle m'a cherché. Carlos m'a dit qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. »« Il a menti, » dit Roberto doucement. « Elle n'a jamais cessé de chercher. Je ne l'ai pas encore contactée. J'ai pensé que vous devriez décider quand vous seriez prête. » Des larmes jaillirent des yeux d'Elisa. « Je ne sais pas si je peux la voir encore. Carlos a dit à tout le monde que j'avais des problèmes mentaux, et si elle ne croit pas à ce qui s'est réellement passé, nous lui ferons comprendre, » l'assura Roberto. « Mais il y a autre chose dont nous devons discuter. J'ai décidé de ne pas démolir Vale dos Cedros. »« Quoi ? Pourquoi ? » ?»« Parce que cette maison, malgré ce qui vous est arrivé là-bas, a une histoire et une valeur. Je vais la restaurer à la place. » Il fit une pause, observant attentivement sa réaction. « Et je veux que vous m'aidiez. » Elisa le regarda avec incrédulité. « Moi ? Je ne connais rien à la restauration. »« Mais vous y avez vécu. Vous connaissez cette maison d'une manière que personne d'autre ne connaît. » Roberto se pencha en avant. « Je pense que travailler sur ce projet pourrait vous aider à récupérer une partie de ce qui vous a été pris. » Et il hésita. Cela vous donnerait un but pendant que vous réfléchissez à vos prochaines étapes. Avant qu'Elisa ne puisse répondre, le téléphone de Roberto sonna. L'afficheur indiquait Diana Martinez, sa fiancée. Avec un regard d'excuse, à Elisa, il répondit et entra à l'intérieur. « Diana, j'allais vous appeler aujourd'hui. »« Vraiment ?» La voix de Diana était tranchante. « Cela fait 1 semaine que nous n'avons pas parlé, Roberto. J'ai essayé de vous joindre au sujet du gala de charité. Tout le monde demande pourquoi vous n'avez pas encore confirmé. J'ai été occupé avec un nouveau projet, expliqua-t-il vaguement. Trop occupé pour votre fiancé. Mon père pose des questions, Roberto. La fusion dépend de la réunion de nos familles. Roberto soupira. Ses fiançailles avec Diana, fille de son plus grand concurrent, avaient été autant un arrangement commercial qu'une histoire d'amour. J'y serai, Diana, je le promets. Lorsqu'il retourna sur le balcon, Elisa regardait la ville. « Je ne savais pas que vous étiez fiancé, » dit-elle doucement. « C'est compliqué, » admit Roberto. « Diana et moi nous connaissons depuis des années. Nos familles ont des intérêts commerciaux ensemble. » Elisa hocha la tête, comprenant ce qui n'était pas dit. Elle doit se demander où vous avez été toute la semaine. Je vais tout lui dire bientôt. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir si vous allez m'aider avec Vale dos Cedros. Après un moment de réflexion, Elisa accepta.
je pense que vous avez raison. Peut-être qu'aider à restaurer le manoir m'aidera aussi à me restaurer. » Plus tard dans la journée, Roberto emmena Elisa à son bureau chez Santoro Developments. Il la présenta comme une consultante pour le projet Val dos Cedros, attirant des regards curieux de ses employés. Son assistant, Marcus, était particulièrement sceptique. « Monsieur, puis-je vous parler en privé ?» demanda Marcus après avoir montré le bureau de Roberto à Elisa. Dans le couloir, Marcus exprima ses inquiétudes. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, qui est vraiment cette femme? Vous l'avez trouvée squattant dans une propriété abandonnée, et maintenant elle est consultante sur notre plus grand projet. Elle a des connaissances uniques sur la propriété, Marcus, et ma vie privée ne vous regarde pas, si quand cela affecte l'entreprise. Le conseil d'administration remet déjà en question votre décision de restaurer plutôt que de développer. Et Diana Martinez a appelé 3 fois ce matin. » Roberto fixa son assistant d'un regard sévère. « Je sais ce que je fais, Marcus. Maintenant, veuillez demander aux architectes de nous rencontrer à Val dos Cedros demain matin. » De retour dans son bureau, Roberto trouva Elisa en train d'examiner les plans architecturaux étalés sur son bureau. « Votre assistant ne me fait pas confiance, » observa-t-elle. « Marcus est protecteur envers l'entreprise, et moi. » Roberto se tint à côté d'elle, regardant les plans. « Qu'en pensez-vous ? » C'est étrange de voir la maison comme ça, juste des lignes sur du papier. Elle traça le contour de la chambre principale où Roberto l'avait trouvée. Il s'est passé tellement de choses là. Nous n'avons pas besoin d'inclure cette pièce dans la restauration si cela vous rappelle de mauvais souvenirs. Elisa secoua la tête. Non, je veux faire face à tout, plus de cachette. Leur conversation fut interrompue lorsque la porte du bureau s'ouvrit. Diana Martinez entra, vêtue impeccablement d'un tailleur pantalon de créateur, ses cheveux noirs tirés en arrière en un chignon sévère. Elle s'arrêta net à la vue d'Elisa. « Je vois que vous avez vraiment été occupée, » dit Diana froidement. Ses yeux balayèrent Elisa, observant ses vêtements simples et sa beauté naturelle. « Diana, » Roberto avança, « c'est Elisa Monteiro, une consultante pour le projet Val dos Cedros. Elisa, c'est Diana Martinez, ma fiancée. » Elisa tendit la main poliment. « Enchantée de vous rencontrer, mademoiselle Martinez. » Diana ignora la main tendue. « Roberto, nous devons parler en privé. »« C'est bon, » dit Elisa rapidement. « J'attendrai dehors. » Une fois seule, Diana se retourna vers Roberto. « Qui est-elle? Vraiment? Et ne me dites pas qu'elle est juste une consultante. Je ne vous ai pas vu depuis une semaine. Et soudain, il y a cette femme dans votre bureau. » Roberto expliqua la situation aussi simplement que possible, omettant le fait qu'Elisa restait dans son penthouse. Elle a survécu à une terrible épreuve, Diana. J'essaie de l'aider à reconstruire sa vie. Depuis quand dirigez-vous une œuvre de charité pour les animaux errants? Demanda Diana avec scepticisme. Ce n'est pas comme vous, Roberto. Vous ne vous êtes jamais intéressé personnellement à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit qui n'était pas directement profitable. Ces mots piquèrent, parce qu'ils contenaient une vérité. Roberto avait bâti sa réputation sur un pragmatisme impitoyable. « Les gens peuvent changer, dit-il simplement. » Diana l'étudia un instant. « Vous l'aimez bien. Je respecte ce qu'elle a traversé. Ce n'est pas ce que je veux dire, et vous le savez. » Diana se rapprocha. « Souvenez-vous de ce qui est en jeu, Roberto. Nos fiançailles ne concernent pas seulement nous deux. Il s'agit de la fusion de 2 empires. Si vous compromettez cela pour une femme que vous avez trouvée dans une maison abandonnée, ne me menacez pas, Diana, » répondit Roberto calmement. « Je n'ai jamais bien réagi aux menaces. » Leur conversation fut interrompue par le téléphone de Roberto. C'était le docteur Phillips. « Jack, qu'y a-t-il? »« J'ai fait quelques recherches comme vous me l'avez demandé, » dit le docteur. « Carlos Monteiro n'est pas simplement disparu. Il est mort, Roberto. Son corps a été retrouvé dans une rivière il y a 2 ans. La police a conclu à un règlement de compte mafieux en raison de ses dettes de jeu. » Un frisson parcourut l'échine de Roberto. Quelqu'un sait-il quelque chose à propos d'Elisa? C'est là que c'est étrange. D'après les registres officiels, Elisa Monteiro est également décédée, apparemment dans un accident de voiture il y a 3 ans. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour effacer son existence. Après avoir raccroché, Roberto s'affaissa lourdement sur sa chaise, assimilant cette information. Elisa était légalement morte. Carlos ne l'avait pas seulement abandonnée,
Il l'avait effacée du monde avant sa propre disparition. Diana remarqua son expression préoccupée. « Qu'y a-t-il ? Rien qui vous concerne, répondit-il. Je dois parler à Elisa. Diana barra son chemin. Ne me congédiez pas, Roberto. Quoi que vous soyez impliqué, cela me concerne aussi. Si cette femme apporte des problèmes, le seul problème ici, c'est votre incapacité à me faire confiance, interrompit Roberto. Allez au gala ce soir, Diana. Présentez mes excuses. J'ai des affaires plus importantes à régler. La douleur dans les yeux de Diana fut rapidement remplacée par une colère froide. Vous faites une erreur. Mon père ne prendra pas cette insulte à la légère. Après le départ de Diana, Roberto trouva Elisa attendant anxieusement dans la salle d'attente. « Je suis désolé pour ça », dit-il en la guidant vers l'ascenseur. « Nous devons parler, mais pas ici. » En voiture, Roberto expliqua ce que le docteur Phillips avait découvert. Elisa écouta dans un silence stupéfait. « Je suis morte ?» chuchota-t-elle finalement. « Carlos m'a déclarée morte ? Cela explique pourquoi personne ne vous a cherché au manoir. Légalement, vous n'existez plus. » Des larmes remplirent les yeux d'Elisa. Toutes ces années à attendre, à espérer que quelqu'un me trouve, et tout le monde pensait que j'étais déjà parti. Roberto se pencha et prit sa main. « Votre sœur n'y a pas cru. C'est pourquoi elle a déposé une déclaration de disparition même après le prétendu accident. » À leur retour, au Pentus, Roberto leur versa à tous deux un verre. « Il y a autre chose, » dit-il prudemment. « Carlos est aussi mort. Il a été tué il y a 2 ans, apparemment à cause de dettes de jeu. » Elisa resta parfaitement immobile, absorbant cette nouvelle. « Je devrais ressentir quelque chose, » dit-elle après un long silence. « Du soulagement peut-être, ou du chagrin, mais je me sens juste vide. »« C'est le choc, » dit Roberto doucement. « Vous avez eu trop de révélations, en une seule journée. » Elisa leva les yeux vers lui. « Que se passe-t-il maintenant ? Si je suis légalement morte, comment puis-je récupérer ma vie ? » « Nous nous battons, » dit Roberto simplement. « J'ai des avocats, des ressources. Nous allons récupérer votre identité. »« Pourquoi ?» demanda Elisa, la voix brisée. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ? Vous risquez votre relation, vos relations commerciales. » Roberto s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Quand je vous ai trouvé dans ce manoir, quelque chose a changé en moi. Pendant des années, j'ai mesuré le succès en dollars et en affaires. J'ai démoli l'ancien pour construire le nouveau sans réfléchir une seconde. Mais vous voir là, survivre contre toute attente, cela m'a fait remettre tout en question. » Il prit ses mains dans les siennes. « Vous aider. Ce n'est pas de la charité, Elisa, c'est une rédemption pour nous deux. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde autour d'eux sembla s'effacer. Lentement, Roberto se pencha en avant. Leurs lèvres étaient à quelques centimètres l'une de l'autre lorsque son téléphone sonna à nouveau. C'était Marcus, sa voix urgente. « Monsieur, il y a un problème. Quelqu'un s'est introduit dans votre bureau après votre départ. Ils ont examiné tous les dossiers de Val dos Cedros. » Roberto sentit un frisson le parcourir. « La sécurité les a-t-elle attrapés ? » « Non, ils ont désactivé les caméras. Monsieur, je pense que vous devriez savoir, mademoiselle Martinez a été vue entrant dans le bâtiment après votre départ. » Roberto raccrocha, l'esprit bouillonnant. « Quelqu'un s'est introduit dans mon bureau, dit-il à Elisa. Ils cherchèrent des informations sur Val dos Cedros. Vous pensez que c'était Diana ? Je ne sais pas, mais je pense que nous devons visiter le manoir demain. Si quelqu'un s'intéresse à ces dossiers, nous devons savoir pourquoi. » Le lendemain matin, Roberto et Elisa se rendirent à Val dos Cedros. Le manoir était différent en plein jour, moins sinistre mais non moins imposant. Pour Elisa, le retour était visiblement difficile. Elle trembla légèrement lorsqu'ils s'approchèrent des portes d'entrée. « Nous n'avons pas besoin de faire ça, » dit Roberto. « Je peux revenir seul. »« Non, » dit Elisa fermement. « Je dois faire face à cet endroit à ma façon. » À l'intérieur, ils traversèrent ensemble les pièces poussiéreuses. Elisa indiqua des détails sur les caractéristiques originales de la maison, des choses que seule une personne qui y avait vécu remarquerait. « La bibliothèque était ma pièce préférée, » dit-elle, en conduisant Roberto dans un espace avec des étagères vides et une grande cheminée. Carlos la gardait fermée la plupart du temps, mais j'ai trouvé la clé une fois. Il y avait tellement de livres. En passant sa main le long de la cheminée, quelque chose a cliqué. Un petit panneau à côté de la cheminée s'est ouvert, révélant un compartiment caché. « Je n'ai jamais rien su de ça, » chuchota Elisa. «
À l'intérieur se trouvait une petite boîte en métal. Roberto la sortit et l'ouvrit. Elle contenait des passeports, de l'argent liquide en différentes devises et une clé USB. Le plan d'évasion de Carlos, supposa Roberto. Il a dû le cacher ici avant que les choses ne tournent mal pour lui. Elisa prit un des passeports. Il portait sa photo mais un nom différent. Il avait l'intention de m'emmener avec lui, dit-elle doucement. Mais à la place, il m'a laissé derrière. Roberto examina la clé USB. Ce qu'elle contient pourrait expliquer pourquoi quelqu'un s'est introduit dans mon bureau. Il cherche peut-être ça. Avant qu'ils ne puissent en discuter plus avant, ils entendirent une voiture s'arrêter dehors. Par la fenêtre, ils virent un 4x4 noir. 2 hommes en costume en sortirent, leur posture et leur vigilance suggérant qu'ils n'étaient pas des visiteurs occasionnels. « Nous devons partir », dit Roberto avec urgence. « Maintenant ». Ils sortirent par la porte de la cuisine alors que les hommes entraient par l'avant. La voiture de Roberto était garée sur le côté, partiellement cachée par des buissons envahis. Alors qu'ils s'éloignaient, Elisa serra la boîte en métal. Qui étaient ces hommes? Je ne sais pas, admit Roberto. Mais je pense que nous devons savoir ce qu'il y a sur cette clé USB. De retour au penthouse, Roberto inséra la clé USB dans son ordinateur portable. Elle contenait des registres financiers, des numéros de comptes offshore et des photographies. Des preuves d'opérations de blanchiment d'argent impliquant plusieurs personnalités du monde des affaires. Carlos les faisait chanter, réalisa Roberto. C'est pourquoi il a été tué. Parmi les photos, il y en avait une qui figea Roberto. Elle montrait Carlos serrant la main d'Antonio Martinez, le père de Diana. « La famille de votre fiancé était impliquée avec Carlos ?» demanda Elisa en regardant par-dessus son épaule. « Il semble que oui. Et si Diana découvrait que vous êtes vivante et que vous pourriez avoir accès à ces informations ?» Les implications planèrent entre eux. Elisa s'assit lourdement. « J'ai apporté le danger dans votre vie. » Roberto ferma l'ordinateur portable. « Non, j'ai choisi cela lorsque j'ai décidé de vous aider. Mais maintenant, nous devons faire attention. Très attention. » Ce soir-là, alors qu'ils discutèrent de leurs prochaines étapes, la sonnette sonna. Roberto vérifia le moniteur de sécurité et vit Diana se tenir là, seule. « Je dois lui parler, » dit-il à Elisa. « Restez dans la chambre d'amis. » Lorsque Roberto ouvrit la porte, Diana le poussa et entra dans l'appartement. « Où est-elle » demanda Diana. « C'est ma maison, Diana. Vous n'avez pas le droit de vous immiscer ici en faisant des demandes. » Diana se retourna pour le faire face, son expression un mélange de colère et de peur. « Mon père a reçu un appel très intéressant aujourd'hui d'un détective qui travaillait sur l'affaire Carlos Monteiro. Apparemment, la veuve de Carlos pourrait être toujours en vie. Imaginez sa surprise, puisque tout le monde pensait qu'elle était morte il y a des années. » Roberto garda son visage neutre. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ne faites pas l'innocent, Roberto. Vous l'avez trouvé à Val dos Cedros, n'est-ce pas? Vous n'avez aucune idée dans quoi vous vous êtes impliqué. » « Alors éclairez-moi, lança Roberto. « Qu'est-ce que la famille Martinez craint exactement qu'Elisa puisse savoir ?» Les yeux de Diana s'écarquillèrent légèrement face à son approche directe. « Donc, vous admettez qu'elle est là. Je n'ai pas dit ça, mais je suis curieux de savoir pourquoi la famille Martinez s'intéresse autant à une femme, qui est censée être morte il y a 3 ans. » Diana s'approcha, baissant la voix. « Roberto, écoutez-moi attentivement. Si la veuve de Carlos Monteiro possède des preuves de ses agissements, des gens tueront pour les récupérer, y compris les associés de mon père. Je suis venu vous avertir. M'avertir ou me menacer, les deux, admit Diana. Je tiens toujours à vous, malgré tout. Éloignez-vous de cela, Roberto. Abandonnez le projet Val dos Cedros. Renvoyez la femme où qu'elle soit. Et si je ne le fais pas? Diana soupira. Alors nos fiançailles sont terminées, ainsi que la fusion, et ce sera le moindre de vos problèmes. Après le départ de Diana, Roberto trouva Elisa attendant anxieusement dans la salle d'attente. « Je suis désolé pour ça, » dit-il en la guidant vers l'ascenseur. « Nous devons parler, mais pas ici. » En voiture, Roberto expliqua ce que le docteur Phillips avait découvert. Elisa écouta dans un silence stupéfait. « Je suis morte ?» chuchota-t-elle finalement. « Carlos m'a déclarée morte? Cela explique pourquoi personne ne vous a cherché au manoir. Légalement, vous n'existez plus. » Des larmes remplirent les yeux d'Elisa. Toutes ces années à attendre, à espérer que quelqu'un me trouve, et tout le monde pensait que j'étais déjà parti. Roberto se pencha et prit sa main. « Votre sœur n'y a pas cru. C'est pourquoi
elle a déposé une déclaration de disparition même après le prétendu accident. À leur retour au penthouse, Roberto leur versa à tous deux un verre. « Il y a autre chose, dit-il prudemment. Carlos est aussi mort. Il a été tué il y a 2 ans, apparemment à cause de dettes de jeu. » Elisa resta parfaitement immobile, absorbant cette nouvelle. « Je devrais ressentir quelque chose, » dit-elle après un long silence. « Du soulagement peut-être, ou du chagrin, mais je me sens juste, vide. C'est le choc, » dit Roberto doucement. « Vous avez eu trop de révélations en une seule journée. » Elisa leva les yeux vers lui. « Que se passe-t-il maintenant? Si je suis légalement morte, comment puis-je récupérer ma vie? »« Nous nous battons, » dit Roberto simplement. « J'ai des avocats, des ressources. Nous allons récupérer votre identité. »« Serait-ce pourquoi ?» demanda Elisa, la voix brisée. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi? Vous risquez votre relation, vos relations commerciales. » Roberto s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Quand je vous ai trouvé dans ce manoir, quelque chose a changé en moi. Pendant des années, j'ai mesuré le succès en dollars et en affaires. J'ai démoli l'ancien pour construire le nouveau sans réfléchir une seconde. Mais vous, voir là survivre contre toute attente, cela m'a fait remettre tout en question. » Il prit ses mains dans les siennes. « Vous aider n'est pas de la charité, Elisa. C'est une rédemption pour nous deux. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde autour d'eux sembla s'effacer. Lentement, Roberto se pencha en avant. Leurs lèvres étaient à quelques centimètres l'une de l'autre lorsque son téléphone sonna à nouveau. C'était Marcus, sa voix urgente. « Monsieur, il y a un problème. Quelqu'un s'est introduit dans votre bureau après votre départ. Ils ont examiné tous les dossiers de Val dos Cedros. » Roberto sentit un frisson le parcourir. La sécurité les a-t-elle attrapés? Non, ils ont désactivé les caméras. Monsieur, je pense que vous devriez savoir. Mademoiselle Martinez a été vue entrant dans le bâtiment après votre départ. Roberto raccrocha, l'esprit bouillonnant. Quelqu'un s'est introduit dans mon bureau, dit-il à Elisa. Il cherchait des informations sur Val dos Cedros. Vous pensez que c'était Diana? Je ne sais pas. Mais je pense que nous devons visiter le manoir demain. Si quelqu'un s'intéresse à ces dossiers, nous devons savoir pourquoi. Le lendemain matin, Roberto et Elisa se rendirent à Val dos Cedros. Le manoir était différent à la lumière du jour, moins menaçant mais non moins imposant. Pour Elisa, le retour était visiblement difficile. Elle trembla légèrement lorsqu'ils s'approchèrent des portes d'entrée. « Nous n'avons pas besoin de faire ça, » dit Roberto. « Je peux revenir seul. »« Non, » dit Elisa fermement. « Je dois faire face à cet endroit à ma façon. » À l'intérieur, ils se déplacèrent ensemble dans les pièces poussiéreuses. Elisa indiqua des détails sur les caractéristiques originales de la maison. Des choses que seule une personne qui y avait vécu remarquerait. « La bibliothèque était ma pièce préférée, » dit-elle en conduisant Roberto dans un espace avec des étagères vides et une grande cheminée. Carlos la gardait fermée la plupart du temps, mais j'ai trouvé la clé une fois. Il y avait tellement de livres. En passant sa main le long de la cheminée, quelque chose a cliqué. Un petit panneau à côté de la cheminée s'est ouvert, révélant un compartiment caché. « Je n'ai jamais rien su de ça, » chuchota Elisa. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en métal. Roberto la sortit et l'ouvrit. Elle contenait des passeports, de l'argent liquide en différentes devises et une clé USB. Le plan d'évasion de Carlos, supposa Roberto. Il a dû le cacher ici avant que les choses ne tournent mal pour lui. Elisa prit un des passeports. Il portait sa photo, mais un nom différent. « Il avait l'intention de m'emmener avec lui, » dit-elle doucement. « Mais à la place, il m'a laissé derrière. » Roberto examina la clé USB. « Ce qu'elle contient pourrait expliquer pourquoi quelqu'un s'est introduit dans mon bureau. Il cherche peut-être ça. » Avant qu'ils ne puissent en discuter plus avant, ils entendirent une voiture s'arrêter, dehors. Par la fenêtre, ils virent un 4x4 noir. 2 hommes en costume en sortirent, leur posture et leur vigilance suggérant qu'ils n'étaient pas des visiteurs occasionnels. « Nous devons partir, » dit Roberto avec urgence. « Maintenant !» Ils sortirent par la porte de la cuisine, alors que les hommes entrèrent par l'avant. La voiture de Roberto était garée sur le côté, partiellement cachée par des buissons envahis. Alors qu'ils s'éloignaient, Elisa serra la boîte en métal. « Qui étaient ces hommes ?»« Je ne sais pas, » admit Roberto. « Mais je pense que nous devons savoir ce qu'il y a sur cette clé USB. » De retour au penthouse, Roberto inséra la clé USB dans son ordinateur portable.
Elle contenait des registres financiers, des numéros de compte offshore et des photographies, des preuves d'opérations de blanchiment d'argent impliquant plusieurs personnalités du monde des affaires. Carlos les faisait chanter, réalisa Roberto. C'est pourquoi il a été tué. Parmi les photos, il y en avait une qui figea Roberto. Elle montrait Carlos serrant la main d'Antonio Martinez, le père de Diana. « La famille de votre fiancé était impliquée avec Carlos ?» demanda Elisa en regardant par-dessus son épaule. « Il semble que oui. Et si Diana découvrait que vous êtes vivante et que vous pourriez avoir accès à ces informations ?» Les implications planèrent entre eux. Elisa s'assit lourdement. « J'ai apporté le danger dans votre vie. » Roberto ferma l'ordinateur portable. « Non, j'ai choisi cela lorsque j'ai décidé de vous aider. Mais maintenant, nous devons faire attention. Très attention. » Ce soir-là, alors qu'ils discutaient de leurs prochaines étapes, la sonnette sonna. Roberto vérifia le moniteur de sécurité et vit Diana se tenir là, seule. « Je dois lui parler, » dit-il à Elisa. « Restez dans la chambre d'amis. » Lorsque Roberto ouvrit la porte, Diana le poussa et entra dans l'appartement. « Où est-elle » demanda Diana. « C'est ma maison, Diana. Vous n'avez pas le droit de vous immiscer ici en faisant des demandes. » Diana se retourna pour le faire face, son expression un mélange de colère et de peur. « Mon père a reçu un appel très intéressant aujourd'hui d'un détective qui travaillait sur l'affaire Carlos Monteiro. Apparemment, la veuve de Carlos pourrait être toujours en vie. Imaginez sa surprise, puisque tout le monde pensait qu'elle était morte il y a des années. » Roberto garda son visage neutre. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Ne faites pas l'innocent, Roberto. Vous l'avez trouvé à Val dos Cedros, n'est-ce pas ? Vous n'avez aucune idée dans quoi vous vous êtes impliqué. Alors éclairez-moi, lança Roberto. Qu'est-ce que la famille Martinez craint exactement qu'Elisa puisse savoir ? Les yeux de Diana s'écarquillèrent légèrement face à son approche directe. Donc, vous admettez qu'elle est là. Je n'ai pas dit ça, mais je suis curieux de savoir pourquoi la famille Martinez s'intéresse autant à une femme qui est censée être morte il y a 3 ans. Diana s'approcha baissant la voix. Roberto, écoutez-moi attentivement. Si la veuve de Carlos Monteiro possède des preuves de ses agissements, des gens tueront pour les récupérer, y compris les associés de mon père. Je suis venu vous avertir, m'avertir ou me menacer. Les deux, admit Diana. Je tiens toujours à vous malgré tout. Éloignez-vous de cela, Roberto. Abandonnez le projet Val dos Cedros. Renvoyez la femme, où qu'elle soit. Et si je ne le fais pas ? Diana soupira. Alors nos fiançailles sont terminées, ainsi que la fusion, et ce sera le moindre de vos problèmes. Après le départ de Diana, Roberto trouva Elisa, dans la chambre d'amis, ayant tout entendu par la porte. « Elle a raison, » dit Elisa, la voix tremblante. « Je devrais partir. Je n'ai jamais eu l'intention de ruiner votre vie. » Roberto s'assit à côté d'elle sur le lit. « Vous n'avez rien ruiné. En fait, vous m'avez peut-être sauvé d'un mariage très froid et d'un partenariat commercial avec des criminels. » Il glissa doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je ne recule pas, Elisa, ni de Val dos Cedros, et certainement pas de vous. »« Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. « Nous utilisons ce que Carlos a laissé derrière lui. Les preuves sur cette clé USB sont notre protection. Et demain, nous allons contacter votre sœur. Il est temps qu'Elisa Monteiro revienne à la vie. » Alors que la nuit tombait sur la ville, Roberto et Elisa étaient assis côte à côte sur le balcon, les lumières ci-dessous reflétant les étoiles au-dessus. Le danger n'était pas passé, il ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis des années, aucun d'eux ne se sentait seul. À leur insu, de l'autre côté de la ville, Diana Martinez était assise dans le bureau de son père, le regardant faire rage. « Vous avez échoué », grommela Antonio Martinez. « Roberto a toujours la femme et probablement les preuves. Ça aussi, j'ai essayé de raisonner avec lui, » se défendit Diana. « Mais il a changé, elle l'a changé. » Antonio frappa du poing sur le bureau. « Alors nous avons fini d'être raisonnables. Appelez Vega, dites-lui de trouver la femme et la clé USB. Dites-lui d'utiliser tous les moyens nécessaires. » Diana hésita, soudainement effrayée par ce qu'elle avait mis en mouvement. Et Roberto, les yeux de son père étaient froids. « Dégâts collatéraux, ma chère. Dans les affaires, il faut parfois faire des sacrifices. » Alors que Diana quittait le bureau, une larme coula sur sa joue. Elle avait voulu sauver Roberto d'Elisa, mais maintenant, elle les avait peut-être tous les deux condamnés.
Le soleil du matin traversait les fenêtres du penthouse de Roberto alors qu'il terminait un appel téléphonique. Elisa était assise en face de lui à la table du petit déjeuner, tordant nerveusement une serviette dans ses mains. « Tout est arrangé ?» demanda-t-elle lorsqu'il raccrocha. Roberto hocha la tête. « Nous rencontrons votre sœur Victoria, au café dans 2 heures. Je lui ai parlé moi-même. Elle était émue. Elle n'a jamais cru que vous étiez morte. » Les yeux d'Elisa se remplirent de larmes. « J'ai rêvé de ce moment pendant si longtemps, mais maintenant j'ai peur. Et si elle ne me reconnaît pas? Et si elle me blâme pour ma disparition ?» Roberto traversa la table et prit sa main. « Elle vous aime, Elisa. C'était clair de notre conversation. Elle vous cherche depuis des années. »« Merci, » chuchota Elisa. « Pour tout. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rembourser. Vous voir récupérer votre vie est un paiement suffisant, » dit Roberto, la voix douce. Les sentiments croissants entre eux restèrent non dits, mais planèrent dans l'air comme un parfum délicat. Leur moment fut interrompu par le téléphone de Roberto qui sonna à nouveau. C'était Marcus. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devriez savoir, » dit son assistant avec urgence. 2 hommes sont venus au bureau poser des questions sur Elisa Montero. Ils prétendaient être des détectives de la police, mais leurs insignes semblaient suspects. La sécurité les a retenus dans le hall, mais ils étaient persistants. Roberto sentit son estomac se serrer. Ont-ils laissé une carte ou des noms? Ils ont dit qu'ils étaient les détectives Vega et Santos. J'ai effectué une vérification. Il n'y a pas de détective de ces noms dans le département. Après avoir raccroché, Roberto partagea la nouvelle avec Elisa. Antonio Martinez passe à l'action, conclut-il. Nous devons faire attention. Peut-être devrions-nous annuler la rencontre avec Victoria, suggéra Elisa, la peur évidente dans sa voix. Non, dit Roberto fermement. C'est exactement ce qu'ils veulent. Vous isolez à nouveau, mais nous prendrons des précautions. Roberto passa plusieurs autres appels organisant une équipe de sécurité privée. Puis il récupéra la clé USB dans son coffre-fort. « J'ai fait des copies de tout », expliqua-t-il en remettant à Elisa une enveloppe scellée. « Si quelque chose m'arrive, apportez ceci à cette adresse. » Il écrivit le nom et l'adresse de son avocat le plus fidèle. « Ne parlez pas comme ça, » dit Elisa, la voix tremblante. « Il ne va rien vous arriver. » Roberto sourit d'un air sombre. « Je suis juste prudent. La famille Martinez est puissante, mais elle n'est pas au-dessus des lois. Ces preuves pourraient les détruire, et ils le savent. » 2 heures plus tard, Roberto et Elisa étaient assis dans un coin d'un café tranquille, accompagnés de 2 agents de sécurité en civil postés à proximité. Chaque fois que la porte s'ouvrait, Elisa se raidissait. Puis une femme entra, qui fit sursauter Elisa. Victoria Montero avait les mêmes traits délicats que sa sœur, même si ses cheveux étaient plus courts et striés de gris prématuré. Elle scruta le café anxieusement. « Vicky » chuchota Elisa, en se levant, sur des jambes tremblantes. Victoria se retourna et le temps sembla s'arrêter. Les sœurs se regardèrent de l'autre côté de la salle, toutes deux figées d'incrédulité. Puis Victoria se précipita en avant, manquant de renverser un serveur dans sa hâte. « Elisa, c'est vraiment toi !» Sa voix se brisa lorsqu'elle tendit la main pour toucher le visage de sa sœur. « On m'a dit que vous étiez morte. Je n'y ai jamais cru, mais après si longtemps. » Les sœurs s'embrassèrent, toutes deux pleurant ouvertement. Roberto recula, leur laissant de l'espace pour leur retrouvailles. Il les regarda se tenir l'une l'autre, des années de chagrin et de désir déversant dans un flot de larmes et de mots brisés. Lorsqu'elles s'assirent enfin, Victoria ne pouvait s'empêcher de regarder Elisa. « Qu'est-il arrivé? Où as-tu été toutes ces années ?» Lentement, douloureusement, Elisa raconta son histoire. Comment Carlos l'avait isolée, comment il l'avait laissée dans le manoir, et comment Roberto l'avait trouvée. Victoria écouta avec horreur, sa main couvrant sa bouche. « Je savais que Carlos était contrôlant, mais ceci est monstrueux, » dit Victoria lorsqu'Elisa eut fini. « J'ai essayé de signaler votre disparition, mais la police a dit que Carlos avait des preuves que vous aviez eu une dépression nerveuse. Puis, lorsqu'ils ont trouvé un corps qu'ils ont identifié comme étant le vôtre, sa voix s'éteignit. « Comment ont-ils identifié le corps ?» demanda Roberto en se penchant en avant. Victoria secoua la tête. « Les dossiers dentaires, soi-disant. J'ai exigé de voir le corps, mais ils ont dit qu'il était trop endommagé. Je n'ai jamais cru que c'était vous, Elisa. J'ai continué à chercher, mais chaque piste a mené à une impasse. » Alors qu'il parlait,
Roberto remarqua un 4x4 noir se garer de l'autre côté de la rue, le même que celui qu'il avait vu à Val dos Cedros. « Nous devons partir », dit-il brusquement en faisant signe à son équipe de sécurité. Maintenant, Victoria sembla confuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je vous expliquerai plus tard », promit Elisa en suivant Roberto. « Venez avec nous, Vicky, s'il vous plaît. » Ils sortirent par la cuisine, Roberto ouvrant la voie avec un agent de sécurité, tandis que l'autre suivait derrière. Ils se hâtèrent dans une ruelle jusqu'à l'endroit où le chauffeur de Roberto attendait avec la voiture. Alors qu'ils s'éloignaient, Victoria demanda des réponses. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on court ?» Roberto vérifia qu'il n'était pas suivi avant d'expliquer. Carlos était impliqué avec des personnes dangereuses, y compris Antonio Martinez. Il pense qu'Elisa possède des preuves qui pourraient les incriminer. « Et vous ?» demanda Victoria à sa sœur. Elisa hocha la tête. Carlos a laissé une clé USB cachée à Vail dos Cedros. Elle contient des preuves de blanchiment, d'argent, de corruption, peut-être pire. Victoria pâlit. Antonio Martinez, le magnate des affaires, il est impitoyable, Elisa. Sa famille a des relations partout. Je sais, dit Roberto d'un air sombre. Sa fille Diana est ma fiancée, ou l'était. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent. Vous étiez fiancé à un Martinez et maintenant vous aidez ma sœur à les dénoncer. Pourquoi? Les yeux de Roberto croisèrent ceux d'Elisa dans le rétroviseur. Parce que certaines choses sont plus importantes que les alliances commerciales. De retour au penthouse, Roberto renforça la sécurité tandis que les sœurs poursuivaient leurs retrouvailles. Victoria avait 1000 questions et Elisa fit de son mieux pour y répondre. « Je n'arrive pas à croire que tu as survécu seule pendant si longtemps, » dit Victoria, les yeux remplis d'admiration et de tristesse. « Tu as toujours été la plus forte. »« Je n'étais pas forte, » admit Elisa. « Il y a eu des jours où j'ai voulu abandonner, mais j'ai continué à espérer que quelqu'un me trouverait. Et quelqu'un l'a fait, » dit Victoria en regardant Roberto, qui était au téléphone dans la pièce voisine. « Il semble beaucoup vous aimer. » Elisa rougit. « Il m'a sauvé la vie. Je lui dois tout. Cela ressemble à plus que de la gratitude pour moi, » observa Victoria avec un petit sourire. « Et d'après la façon dont il vous regarde, le sentiment est réciproque. » Avant qu'Elisa ne puisse répondre, Roberto revint. « J'ai fait en sorte que vous puissiez toutes les deux séjourner dans un endroit sûr, en dehors de la ville. Mon équipe de sécurité vous y conduira ce soir. »« Et vous ?» demanda Elisa, alarmée. « J'ai besoin de rester ici et de gérer les choses, » expliqua Roberto. « Demain, nous allons porter les preuves au procureur du district. Une fois qu'elles seront entre des mains officielles, la famille Martinez ne pourra plus les enterrer. »« Je ne vous quitte pas, » dit Elisa fermement. « Nous sommes dans le même bateau. » Victoria observa leurs échanges avec une compréhension croissante. « Elisa a raison, » ajouta-t-elle. « Vous séparer vous rend tous les deux plus vulnérables. » Roberto allait répliquer lorsque son téléphone sonna. C'était Diana. « Vous devez m'écouter, » dit-elle sans préambule. « Mon père a envoyé des hommes pour vous trouver, vous et Elisa. Ce ne sont pas des hommes d'affaires, Roberto, ce sont des tueurs. Pourquoi me prévenez-vous » demanda-t-il soupçonneux. Il y eut une pause. « Parce que malgré tout, je ne veux pas vous voir blessé. J'essaie de vous donner du temps, mais vous devez disparaître, tous les deux. » « Pourquoi devrais-je vous croire ?»« Parce que j'ai découvert ce que mon père a fait, » dit Diana, la voix brisée. « Il était impliqué dans la mort de Carlos Monteiro, et il n'hésitera pas à faire de même pour vous et Elisa si vous le menacez. » Après avoir raccroché, Roberto partagea l'avertissement de Diana avec Elisa et Victoria. « Cela pourrait être un piège, » dit Victoria avec prudence. « Peut-être, » admit Roberto, « mais nous ne pouvons pas prendre ce risque. Nous devons partir maintenant. » Ils firent rapidement leur bagage. Roberto transféra le contenu de la clé USB vers un serveur sécurisé et leur donna à toutes les deux des codes d'accès. « Assurance, » expliqua-t-il. « Maintenant, l'information ne dépend plus d'aucune d'entre nous. » Alors qu'ils se préparaient à partir, le système de sécurité du bâtiment les alerta d'une intrusion non autorisée. Les caméras de sécurité montrèrent 3 hommes entrant dans le hall, maîtrisant le portier. « Ils nous ont trouvés, » dit Roberto en entraînant Elisa et Victoria vers les escaliers de secours. « Nous irons au parking. Il y a une autre sortie là-bas. » Ils se hâtèrent de descendre les escaliers, Roberto ouvrant la voie. Dans le parking, ils se dirigèrent vers la 2e voiture de Roberto, une berline moins ostentatoire qu'il gardait pour les urgences. Ils étaient presque arrivés lorsqu'un coup de feu retentit. La balle frappant un pilier en béton
à quelques centimètres de la tête de Roberto. Derrière eux se tenaient deux hommes, les armes levées. « Monsieur Santoro », dit l'un. « Deux, nous voulons juste parler. Allez à la voiture », chuchota Roberto à Elisa et Victoria. « Je vais les distraire. »« Sans » Elisa lui saisit le bras. « Nous restons ensemble. » Avant que Roberto ne puisse protester, le système de gicleur du garage s'activa soudainement, inondant tout. L'alarme d'urgence hurla, et quelques instants plus tard, on put entendre les sirènes de police s'approcher. À travers la pluie artificielle, ils virent les hommes armés battre en retraite, ne voulant « quelqu'un a déclenché l'alarme incendie », dit Victoria regardant autour d'elle confuse. Alors qu'ils se précipitaient vers la voiture, Roberto aperçut Diana près de l'entrée du garage, la main sur le système d'alarme. Leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne se retourne et disparaisse. Ils conduisirent toute la nuit empruntant des routes secondaires. Roberto possédait un chalet isolé et sûr dans les montagnes. À l'aube, ils arrivèrent, épuisés mais sains et saufs. « Nous resterons ici jusqu'à demain », dit Roberto en entrant dans l'espace rustique mais confortable. « Ensuite, nous remettrons les preuves aux autorités. » Pendant que Victoria se reposait dans l'une des chambres, Roberto et Elisa s'assirent sur la véranda du chalet, observant le lever du soleil sur les montagnes. « Je suis désolé d'avoir attiré ce danger dans ta vie », dit Elisa doucement. Roberto prit sa main. « Tu n'as rien à te reprocher. Au contraire, tu m'as ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment. »« Qu'est-ce qui compte vraiment ?» s'amanda-t-elle, levant les yeux vers lui. « Pas l'argent, pas le statut, pas les affaires. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Quelqu'un qui vaut la peine d'être protégé. » Lentement, inévitablement, ils s'inclinèrent l'un vers l'autre. Cette fois, il n'y eut aucune interruption. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre qui s'approfondit tandis que des années de solitude s'évaporaient pour tous les deux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Elisa posa sa tête sur l'épaule de Roberto. « Que se passera-t-il après-demain, si nous réussissons ?»« Alors tu seras libre, » répondit simplement Roberto, « libre de reprendre ta vie, ton identité. Et nous, que se passera-t-il pour nous ?» Roberto releva délicatement son menton. « Cela dépend de toi. Je sais que tes sentiments pour moi pourraient être mêlés à de la gratitude. » Elisa posa un doigt sur ses lèvres. « Ne dis rien. Ce que je ressens pour toi est réel. Tu ne m'as pas seulement sauvé de ce manoir, Roberto. Tu m'as montré que je suis plus qu'une victime, que j'ai une force que je ne connaissais pas. » Leur second baiser fut interrompu par le bruit d'une voiture qui approchait. Roberto se tendit immédiatement, tirant Elisa à l'intérieur du chalet. « Reste avec Victoria », ordonna-t-il, cherchant l'arme qu'il gardait cachée dans un tiroir. « Ferme la porte de la chambre et ne l'ouvre à personne d'autre que moi. » Roberto se positionna près d'une fenêtre, observant une seule voiture se garer devant le chalet. À sa surprise, Diana en sortit seule. Prudemment, il ouvrit la porte, gardant son arme à côté de lui. « Comment nous as-tu trouvés » Diana leva les mains pour montrer qu'elle était désarmée. « J'ai placé un traceur sur ta voiture il y a des semaines. J'étais jalouse, je voulais savoir où tu allais tout le temps. Pourquoi es-tu là ?»« Pour te prévenir. Mon père sait que vous avez des preuves contre lui. Il est désespéré, Roberto. Il va venir pour vous et il amène des hommes qui ne laisseront pas de témoins. » Roberto étudia son visage, cherchant la tromperie. « Pourquoi devrais-je croire que tu ne les guides pas vers nous ?» Les yeux de Diana se remplirent de larmes. « Parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait à Carlos Montero. J'ai vu les photos, les rapports que mon père conservait. Il l'a fait tuer, Roberto. Et quand j'ai réalisé que tu étais le prochain, elle secoua la tête. Je ne pouvais pas faire partie de ça. » De l'intérieur de la chambre, Elisa avait écouté. Elle ouvrit la porte, ignorant les protestations de Roberto, et fit face directement à Diana. « Si tu dis la vérité, alors aide-nous, » lança Elisa. « Aide-nous à remettre ces preuves aux autorités. » Diana hésita, puis acquiesça. « Il y a un procureur de la République, Garcia. Il essaie de monter un dossier contre mon père depuis des années. C'est le seul au bureau du procureur en qui nous pouvons avoir confiance. »« Je connais Garcia, » dit Roberto, toujours méfiant. « Mais comment pouvons-nous le contacter sans conduire les hommes d'Antonio vers nous ?»« Je peux organiser une rencontre, » proposa Diana. « Ce soir. Mon père pense que je suis au spa, il ne se doutera pas que je suis impliqué. » Pendant que Diana passait des appels, Roberto et Elisa discutèrent de leurs options avec Victoria.
Pouvons-nous lui faire confiance? Demanda Victoria avec scepticisme. Je ne sais pas, admit Roberto. Mais nous manquons de temps et d'options. Je la crois, dit Elisa, les surprenant tous les deux. J'ai vu son visage quand elle a réalisé ce que son père avait fait. Ce n'était pas un jeu d'acteur. Le soir venu, Diana avait organisé une rencontre avec le procureur de la République Garcia dans une maison sûre en dehors de la ville. Ils voyageraient séparément, Diana avec Victoria, Roberto avec Elisa, pour minimiser les risques. Alors qu'ils se préparaient à partir, Roberto mit Elisa de côté. « Si quelque chose tourne mal, promets-moi que tu te mettras en premier. Fuis, mets-toi en sécurité. » Elisa encadrait son visage de ses mains. « Rien ne va mal se passer. Demain, tout cela sera terminé. Et nous pourrons commencer à penser à l'avenir, notre avenir. » Leur trajet jusqu'au point de rencontre fut tendu, mais sans incident. La maison sûre était un petit bâtiment sans particularité, doté d'un système de sécurité, que Roberto vérifia personnellement avant de laisser qui que ce soit entrer. Le procureur de la République Garcia arriva exactement à l'heure. Un homme sérieux aux cheveux gris et aux yeux fatigués qui avait vu trop de corruption. « Mademoiselle Martinez m'a donné un aperçu général, dit-il après les présentations. Mais j'ai besoin de voir moi-même les preuves avant de pouvoir agir. » Roberto connecta son ordinateur portable à un serveur sécurisé et afficha le contenu de la clé USB. L'expression de Garcia devint de plus en plus grave, tandis qu'il examinait les registres financiers, les photographies et les transcriptions qui impliquaient non seulement Antonio Martinez, mais plusieurs autres personnalités importantes dans un réseau de corruption. « C'est extraordinaire, » dit enfin Garcia. « Avec ces preuves, nous pouvons inculper au moins une douzaine de personnes. Mais je dois vous avertir, ce sont des gens puissants. Même avec ces preuves, ils ont des ressources, des connexions. Nous comprenons les risques, » dit Roberto serrant la main d'Elisa. « Mais Elisa mérite justice, et ces hommes doivent être arrêtés. » Garcia acquiesça. « J'aurai besoin de vos déclarations officielles ce soir. Demain matin, j'aurai des mandats d'arrêt émis et une garde rapprochée organisée pour vous tous. » Alors qu'ils commençaient à rédiger leurs déclarations, une alarme de sécurité se mit soudainement à retentir. Sur les moniteurs, ils purent voir plusieurs véhicules s'approcher, des hommes armés déjà déployés autour du périmètre. « C'est un piège !» cria Roberto, tirant Elisa vers la sortie arrière. Diana semblait réellement choquée. « Je n'ai rien dit à personne, je le jure !» Garcia était déjà au téléphone appelant des renforts. « La police arrive, mais ils sont à au moins 15 minutes. Nous devons les retenir. » Dehors, une voix s'adressa à travers un mégaphone. « Roberto Santoro, envoyez Elisa Montero et la clé USB, et le reste d'entre vous pourra s'en aller. » Roberto reconnut la voix. C'était Vega, l'un des hommes qui s'était fait passer pour des détectives. Ils ont dû suivre l'un d'entre eux. « Nous !» dit Victoria, la voix tremblante. Le visage de Diana était devenu pâle. « Non !» murmura-t-elle. « Ils m'ont suivi. Mon père a dû me faire suivre aussi. » Garcia distribua les quelques armes qu'il possédait. « Nous devons gagner du temps jusqu'à l'arrivée des renforts. » Les premiers coups de feu traversèrent les fenêtres, brisant les vitres dans toute la pièce. Tout le monde se jeta au sol. « La salle sécurisée !» cria Roberto par-dessus le bruit. « Au sous-sol, c'est de l'acier renforcé, nous pouvons nous y tenir. » Ils rampèrent vers la porte du sous-sol, les balles continuant à voler au-dessus de leur tête. Garcia fut touché à l'épaule, mais insista pour qu'ils continuent d'avancer. Au sous-sol, ils se barricadèrent dans la petite salle, sécurisée. Roberto l'avait installée des mois auparavant, sans jamais imaginer qu'il en aurait réellement besoin. « Je suis si désolé, » sanglota Diana. « C'est entièrement de ma faute. »« Ça n'a plus d'importance maintenant, » dit Elisa fermement. « Ce qui compte, c'est de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. » Au-dessus d'eux, ils pouvaient entendre les intrus fouiller la maison. Ce ne serait qu'une question de temps avant qu'ils ne trouvent l'entrée du sous-sol. Roberto consulta sa montre. « La police devrait être là dans 10 minutes. Nous devons juste tenir bon. » Le bruit de pas dans l'escalier du sous-sol fit frissonner tout le monde. Ils avaient été découverts. « Roberto Santoro !» appela Vega à travers la porte de la salle sécurisée. « Nous savons que vous êtes là-dedans. Sortez maintenant ou nous utiliserons des explosifs pour ouvrir cette porte. Vous avez 1 minute pour décider. » Roberto regarda Elisa, les yeux remplis de détermination et d'amour. « Nous avons fait trop de chemin pour abandonner maintenant. » Elisa serra sa main. « Ensemble. Quoi qu'il arrive, nous y faisons. »
Face ensemble. Alors que Vega commençait son compte à rebours, ils se préparèrent à ce qui allait arriver. L'avenir qu'ils venaient de commencer à imaginer était en jeu, menacé par les fantômes du passé qui refusaient de rester enterrés. Dehors, les sirènes des véhicules d'urgence qui approchaient déchirèrent l'air nocturne. Les secours arrivaient. Mais arriveraient-ils à temps? Dans ce moment d'incertitude, Roberto et Elisa se serrèrent l'un contre l'autre et l'espoir que leur histoire était loin d'être terminée. « 10 secondes restantes !» cria Vega à travers la porte de la salle sécurisée. Le compte à rebours mit tout le monde sur les nerfs, leur cœur battant à chaque chiffre. À l'intérieur de la salle renforcée, Roberto regarda les visages autour de lui, Elisa serrant sa main fermement. Victoria, les yeux grands ouverts de peur, Diana, les larmes coulant sur son visage, et le procureur de la République, Garcia, pressant un tissu contre son épaule qui saignait. « 5 secondes !» La police arrive, leur rappela Roberto. « Nous devons juste tenir un peu plus longtemps. 3, 2... » Soudain, le bruit de coups de feu éclata au-dessus d'eux, mais il n'était pas dirigé vers la porte de la salle sécurisée. Des cris et de lourds pas tonnèrent dans la maison. « Police, laissez tomber vos armes !» Le soulagement envahit tout le monde lorsqu'ils réalisèrent que les secours étaient arrivés juste à temps. Les quelques minutes qui suivirent furent chaotiques. Plus de coups de feu, de cris d'ordre, le bruit sourd de corps qui tombaient au sol. Puis une voix les appela. « Ici le capitaine Mendez, police de l'État. Y a-t-il quelqu'un là-bas ?»« Oui !» cria Roberto. « Le procureur de la République Garcia est blessé. Nous avons besoin d'une assistance médicale. » Lorsqu'ils sortirent enfin de la salle sécurisée, ils trouvèrent la maison grouillante de policiers. Vega et ses hommes étaient menottés, emmenés. Le capitaine Mendez, une femme au visage sévère aux cheveux courts gris, s'approcha d'eux. « Nous sommes arrivés aussi vite que possible, » dit-elle. « L'appel d'urgence du procureur Garcia a déclenché une équipe d'intervention spéciale. Vous avez de la chance que nous faisions des exercices à proximité. » Alors que les ambulanciers soignaient la blessure de Garcia, Roberto présenta tout le monde. « Voici Elisa Monteiro, » dit-il, le bras protecteur autour des épaules d'Elisa. Elle a été déclarée morte il y a 3 ans, dans le cadre d'une dissimulation orchestrée par Antonio Martinez. Les sourcils du capitaine Mendez se haussèrent. « Antonio Martinez, l'homme d'affaires, le criminel, » corrigea Garcia depuis la civière. « Et nous avons les preuves pour le prouver. Vérifiez mon ordinateur portable. Tout. Qu'est-ce » Diana s'avança, la voix ferme malgré son visage en larmes. « Je peux témoigner contre mon père. J'ai été témoin de ses activités illégales de première main. »« Mademoiselle Martinez, » dit le capitaine Mendez avec surprise, « votre coopération sera notée. » Alors que Garcia était chargé dans une ambulance, il appela Roberto. « Ce n'est pas encore fini, » avertissa-t-il. « Antonio Martinez est toujours libre et il a des amis en haut lieu. Vous avez tous besoin de protection jusqu'à ce que nous puissions procéder aux arrestations. » Roberto acquiesça. « Nous ferons attention. » La police les emmena dans un hôtel sécurisé où ils resteraient sous garde jusqu'au lendemain matin. Roberto et Elisa partagèrent un moment de calme seuls sur le balcon de leur chambre, les lumières de la ville scintillant sous eux. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous nous en sommes sortis, » dit Elisa, frissonnant légèrement. Malgré la douceur de l'air nocturne, Roberto la prit dans ses bras. « C'est presque fini. Demain, Garcia émettra les mandats d'arrêt et Antonio Martinez sera enfin traduit en justice. » Elisa se tourna dans ses bras pour lever les yeux vers lui. « Et ensuite, que se passera-t-il pour nous quand tout sera fini ?»« Cela dépend de toi, » dit Roberto doucement. « Mais je sais ce que je veux. Dis-moi, je veux me réveiller à tes côtés chaque matin. Je veux restaurer Val dos Cedros ensemble et en faire un foyer rempli d'amour au lieu de peur. Je veux construire un avenir où tu n'auras plus jamais à avoir peur. » Des larmes remplirent les yeux d'Elisa. « C'est aussi ce que je veux. » Leur baiser était tendre mais rempli de promesses. Pour la première fois, ils se permirent de croire que le bonheur pourrait vraiment être à leur portée. À l'intérieur, Victoria et Diana étaient assises l'une en face de l'autre, un silence gêné entre elles. « Merci, » dit finalement Victoria, « pour nous avoir aidés. Cela n'a pas dû être facile de se retourner contre votre père. » Diana baissa les yeux sur ses mains. « J'ai passé toute ma vie à essayer de lui faire plaisir, sans jamais remettre en question ses méthodes. Quand j'ai réalisé ce qu'il avait fait à ta sœur, à Carlos, elle secoua la tête. Je ne pouvais plus faire partie de ça. Que feras-tu après ça ?
Diana sourit tristement. Je ne sais pas. Toute mon identité a été celle de la fille d'Antonio Martinez, l'avenir de son empire. Sans ça, je ne sais pas qui je suis. Tu es quelqu'un qui a choisi de faire ce qui est juste même quand c'était difficile, dit Victoria avec bonté. C'est un bon point de départ. Le lendemain matin, apporta la nouvelle que des mandats avaient été émis pour Antonio Martinez et plusieurs de ses associés. Le capitaine Mendez arriva pour les escorter au palais de justice où ils feraient leurs déclarations officielles. Alors qu'ils se préparaient à partir, le téléphone de Roberto sonna. C'était Marcus. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devriez savoir », dit son assistant avec urgence. « Antonio Martinez était au bureau ce matin, il vous cherchait. » Roberto sentit un frisson lui parcourir l'échine. « A-t-il dit quelque chose ?»« Juste qu'il voulait vous parler personnellement. »« Monsieur, il n'avait pas l'air d'un homme qui s'inquiétait des mandats d'arrêt. Il semblait confiant. » Après avoir partagé cette nouvelle avec les autres, Roberto mit le capitaine Mendez de côté. « Je crains que Martinez n'ait quelque chose de prévu. Il n'est pas du genre à tomber sans se battre. Nous avons des policiers à son domicile et à son bureau, » le rassura le capitaine. Mendez. Il ne peut pas se cacher longtemps. Le palais de justice était entouré de journalistes à leur arrivée. La nouvelle de l'arrestation imminente d'Antonio Martinez avait fuité, créant une frénésie médiatique. Roberto protégea Elisa, tandis qu'il se frayait un chemin à travers la foule, les appareils photos clignotant dans leur visage. À l'intérieur, ils furent escortés dans une salle de conférence où d'autres policiers attendaient, avec le procureur de la République Garcia, le bras en écharpe, mais sa détermination intacte. « Nous prendrons vos déclarations séparément », expliqua-t-il. « Diana passera en premier car son témoignage est crucial pour établir l'implication directe d'Antonio. » Alors que Diana était emmenée, Roberto remarqua un homme en uniforme de sécurité qu'il ne reconnaissait pas. Quelque chose dans sa façon de se tenir, son attention semblait étrange. « Capitaine, » dit Roberto doucement, « qui est ce garde ?» Le capitaine Mendez suivit son regard. « Il n'est pas des nôtres. » Avant que personne ne puisse réagir, l'homme sortit une arme. « Personne ne bouge !» cria-t-il. Tout se passa en un éclair. Les policiers sortiraient leurs armes, les civils se cachèrent. Dans le chaos, le faux garde saisit Diana, la prenant comme bouclier. « Laissez tomber vos armes ou elles meurent », demanda-t-il, reculant vers une porte latérale. Roberto vit les yeux terrifiés de Diana, l'arme pointée sur sa tempe. Malgré tout, elle les aidait toujours, essayant toujours de faire ce qui est juste. Les policiers n'avaient d'autre choix que de baisser leurs armes. L'homme continua de reculer, traînant Diana avec lui. « Ceci est un message d'Antonio Martinez », annonça l'homme armé. Personne ne le trahit, pas même sa fille. En ce moment, les yeux de Diana croisèrent ceux de Roberto. Il y avait une triste acceptation dans leurs yeux, comme si elle avait toujours su que cela se terminerait ainsi. Mais Roberto refusa de l'accepter. Alors que l'homme armé atteignait la porte, Roberto se jeta en avant, les plaquant tous les deux au sol. L'arme se déchargea, le son assourdissant dans l'espace clos. Roberto sentit une douleur lancinante, à l'épaule, mais réussit à faire tomber l'arme. Les policiers se précipitèrent, maîtrisant l'homme armé. « Roberto !» cria Elisa, se précipitant à ses côtés. « Tu saignes. Ce n'est qu'une égratignure, » la rassura-t-il, bien que la douleur suggère le contraire. Diana était assise par terre, secouée, mais indemne. « Tu m'as sauvé, » dit-elle avec incrédulité. « Pourquoi ? Parce que personne ne mérite d'être une victime, » dit Roberto, grimaçant tandis que les ambulanciers examinaient sa blessure. Pas même la fille d'Antonio Martinez. L'incident ne fit que renforcer l'affaire contre Antonio. Le faux garde avoua rapidement qu'Antonio l'avait engagé pour tuer Diana pour sa trahison. En quelques heures, Antonio Martinez fut arrêté sur un aérodrome privé, tentant de fuir le pays. 2 mois plus tard, Elisa se tenait sur la véranda de Valdo Cedro, regardant les ouvriers restaurer la façade du manoir. La maison qui avait été sa prison était en train d'être transformée en quelque chose de beau, de significatif. Roberto la rejoignit, le bras toujours en écharpe, mais en voie de guérison. « Qu'en penses-tu? Les architectes ont fait des merveilles avec l'aile est. » Elisa sourit, se penchant contre lui. « C'est magnifique. Je n'aurais jamais pensé pouvoir aimer cet endroit, mais le voir revenir à la vie, c'est comme regarder mon propre cheminement.
Les mois précédents avaient été un tourbillon. Antonio Martinez et ses associés avaient été inculpés de plusieurs crimes, dont le meurtre de Carlos Monteiro. Diana avait été placée sous protection des témoins après avoir témoigné contre son père. Les preuves de la clé USB avaient révélé une corruption qui atteignait le gouvernement municipal, entraînant de nombreuses arrestations et démissions. Plus important encore pour Elisa, son statut juridique avait été rétabli. Elle était officiellement de nouveau en vie, avec tous les droits et les possibilités que cela impliquait. « Victoria a appelé ce matin », dit Elisa. « Elle vient nous rendre visite le week-end prochain. Elle est impatiente de voir les progrès sur la maison. » Roberto sourit. « Elle devrait l'être. L'aile Victoria sera la partie la plus belle de la restauration. » Ils avaient décidé de transformer Val dos Cedros en un refuge pour les victimes de violences conjugales, un endroit où ceux qui avaient été oubliés pouvaient trouver la sécurité et reconstruire leur vie. Chaque section du manoir serait nommée d'après quelqu'un qui avait aidé à ramener Elisa des ténèbres. Victoria, Garcia, même Diana. « As-tu entendu parler de Diana ?» demanda Elisa. Roberto secoua la tête. « Pas depuis le procès. Selon Garcia, elle a commencé une nouvelle vie quelque part loin. J'espère qu'elle trouvera la paix. » Ils se promenèrent dans les jardins qui commençaient à refleurir après des années de négligence. Le symbolisme n'échappait à aucun d'eux. « J'ai reçu une offre pour l'entreprise aujourd'hui, » dit Roberto distraitement. « Une bonne offre ?» Elisa le regarda avec surprise. « Tu y réfléchis ?»« Oui, » admit-il. « Santoro Developments a été ma vie pendant si longtemps, mais maintenant je veux quelque chose de différent, quelque chose de plus significatif. Le refuge, ça fait partie du projet. » Il arrêta de marcher, se retournant pour la regarder. « Mais surtout, je veux plus de temps. Du temps pour profiter de la vie, pour aider les autres, pour être avec les gens que j'aime. » Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis de tendresse. « Pour être avec toi, Elisa, si c'est aussi ce que tu veux. » Le cœur d'Elisa était rempli d'émotion. Le voyage de cette pièce sombre et poussiéreuse, où Roberto l'avait trouvée à ce moment, avait été long et périlleux. Il y avait eu des moments où elle pensait qu'elle ne serait jamais libre, qu'elle ne serait plus jamais entière. « Il y a quelque chose que je veux te montrer, » dit Roberto, l'amenant vers une partie du jardin qu'il n'avait pas encore visitée. Alors qu'il tournait un coin, Elisa haleta. Devant eux se dressait un petit chalet parfait, niché parmi les arbres. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle s'approchant. « C'est pour nous, » expliqua Roberto. « Je pensais que tu ne voudrais peut-être pas habiter dans la maison principale, avec tous ces souvenirs. Ce chalet sera notre maison si tu le veux. Un endroit qui n'a pas d'histoire, sauf celle que nous créons. » Des larmes remplirent les yeux d'Elisa alors qu'elle explorait le chalet. C'était tout ce dont elle avait rêvé pendant ces années sombres, chaleureux, confortables, remplis de lumière. Une maison, pas une prison. « C'est parfait, » murmura-t-elle. Sur le petit porche du chalet, Roberto prit ses deux mains dans les siennes. « Elisa Monteiro, quand je t'ai trouvée dans ce manoir abandonné, je pensais te sauver. Mais la vérité est que tu m'as sauvée. Tu m'as montré ce qui compte vraiment dans la vie. » Il plongea la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. « Je sais que c'est peut-être trop tôt, et si c'est le cas, j'attendrai. J'attendrai aussi longtemps que nécessaire. Mais je veux que tu saches que je t'aime et que je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant simple mais élégante. « Veux-tu m'épouser ?» Elisa regarda la bague, puis les yeux de Roberto. En eux, elle vit tout ce qu'elle avait toujours voulu. L'amour, la sécurité, la compréhension et surtout la liberté. La liberté de choisir sa propre voie, d'aimer sans peur. « Oui, » dit-elle, la voix forte et claire. « Oui, je veux t'épouser. » Alors que Roberto lui glissait la bague au doigt, Elisa sentit les dernières ombres de son passé enfin disparaître. La femme qui avait été oubliée par le monde avait non seulement été retrouvée, mais avait découvert en elle-même une force qu'elle ne connaissait pas. Roberto la prit dans ses bras, scellant leur promesse d'un baiser. Autour d'eux, Val do Cedro se dressait comme un témoignage de leur voyage, un lieu autrefois défini par les ténèbres, désormais transformé par la lumière et l'amour. Ce soir-là, ils s'assirent sur le porche du chalet, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs brillantes. La tête d'Elisa reposait sur l'épaule de Roberto,
son bras enveloppant fermement autour d'elle. « Penses-tu, parfois à quel point nos vies seraient différentes si tu n'avais pas décidé d'explorer le manoir ce soir-là » demanda Elisa doucement. Roberto sourit. « Parfois, mais je crois que nous étions destinés à nous trouver. Certaines choses sont simplement destinées à arriver. » Elisa leva les yeux vers la grande silhouette de Val dos Cedros contre le ciel crépusculaire. Autrefois sa prison, maintenant un symbole d'espoir pour ceux qui avaient été oubliés, qui devaient être retrouvés et rappelés. « Des ténèbres à la lumière, murmura-t-elle, de l'oubli au souvenir. » Roberto baisa le sommet de sa tête. « Et tu ne seras plus jamais oublié, je te le promets. » Alors que la nuit tombait sur Val dos Cedros, des lumières commencèrent à briller dans les fenêtres qui étaient restées sombres pendant des années. Comme des étoiles apparaissant dans le ciel nocturne, elles offraient une guidance et de l'espoir. Un rappel que même après la nuit la plus sombre, l'aube arrive toujours. Pour Elisa et Roberto, cette aube était enfin arrivée. Leur histoire, qui avait commencé dans l'ombre et la peur, se poursuivrait dans la lumière et l'amour. La femme qui avait été oubliée avait trouvé non seulement sa liberté, mais son avenir. Et quel bel avenir ce serait. Fin.